Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. le 8 mai 1014 naissait Vilnius, à Vilnius, celui que l'histoire retiendrait sous le nom de Romain Gary. Franck Ferrand a choisi de lui consacrer cette émission. Bonjour Franck. Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous. J'ai demandé à la plus fine des biographes de Romain Gary, Dominique Bonnat, de nous rejoindre pour évoquer ce grand écrivain du XXe siècle, un personnage assez difficile à cerner, vous allez voir, mais qui est en tout point passionnant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Les grands portraits. Franck Ferrand. Voici Romain Gary, le seul auteur qui ait été 2 fois prix Goncourt, grâce à une manipulation qui peut être regardée comme un grand canular littéraire, un des plus grands du XXe siècle. Nous allons y revenir tout à l'heure, évidemment. Un homme difficile à cerner, sans doute, un destin trouble avec cette particularité que peut conférer le dédoublement de personnalité, le jeu sur l'identité, pour ne pas dire l'ubiquité. Ce grand écrivain juif polonais, mais d'expression française évidemment, d'abord pilote de guerre, puis diplomate, notamment en poste à Hollywood, cet homme au parcours digne d'un roman, aura, comme les chats favoris d'une de ses épouses, l'actrice Jean Seberg, vécu plusieurs vies. Ses pseudonymes en font foi. Il aura signé tour à tour des noms de Kassef, ça c'était son véritable nom, Gary bien sûr, Chatan Bogat, Fosco Sinibaldi, Émile Ajar, et nous reviendrons sur Émile Ajar dans un moment. Voici donc un nouveau Proté, un caméléon comme on l'a qualifié, une sorte de Frégoli, de Brachetti de la plume, avec ce que cela peut recouvrir de mal-être, de fuite de soi jusqu'au suicide final, un soir fatidique de décembre 1980. Romain Gary s'était fait connaître comme auteur au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il publie alors son premier roman, Éducation européenne, d'abord outre-Manche, puis en France en 1945, chez Kalman Levy. Il écrit cet ouvrage alors qu'il est encore engagé dans l'armée durant la guerre. Et ce livre met en scène une jeune fille, un étudiant et un officier allemand. L'ouvrage sera salué par Albert Camus, par Joseph Kessel, qui était en quelque sorte l'idole, en tout cas un des maîtres à écrire de Romain Gary. Et avec ce livre, il obtient le prix des critiques. Ça ne permet pas de vivre pour autant. Et d'autant moins qu'il a épousé à l'époque une ruineuse journaliste de Vogue, Leslie Blanche. Voilà ce qu'il dit à Gaston Gallimard. « Je suis sur le point de quitter l'armée, les décorations se vendent mal. » Or, Gallimard a flairé en lui un auteur en devenir. Il entame des manœuvres de séduction qui bientôt seront couronnées de succès. La carrière de Romain Gary dans cette époque est une carrière diplomatique. Il travaille au service de la France en tant, nous l'oublions pas, que héros de la France libre. Il y a comme ça un certain nombre de ces engagés de la France libre et des FAFL qui se sont retrouvés dans un certain nombre de postes diplomatiques. En l'occurrence, Romain Gary se retrouve à l'ambassade de Sofia, en Bulgarie, comme secrétaire d'ambassade, avant de devenir secrétaire d'ambassade à Berne, en Suisse, en 1950 et 1951. Et pendant tout ce temps, vous voyez, depuis la sortie de la guerre, il ne s'arrête pas d'écrire. Tulipe, Le Grand Vestiaire, Les couleurs du jour seront les titres de cette période. Romain Gary a toujours aimé écrire. Il l'a aimé depuis son enfance. Il faut vous dire qu'il est né à Vilnius, qui aujourd'hui est en Lituanie. À l'époque, on est encore dans l'Empire russe. La ville s'appelle Vilna. Il est né en 1914 sous le nom de Roman Kassef, un nom d'origine juive ashkénaze. Et Vilnius, en 1918, va passer, à la fin de la Première Guerre mondiale, va passer à la Pologne, bien entendu, sous le nom de Wilno. Roman ne va pas à l'école puisque c'est sa mère Nina qui se charge de son éducation. Or, premier élément extraordinaire de cette biographie, elle va l'élever dans le culte de la France. Elle lui apprend à parler français, elle lui apprend même à écrire en français. Ensemble, on les voit chanter la Marseillaise. À 7 ans, il connaît la Marseillaise par cœur, tout comme certaines fables de La Fontaine ou des vers de Victor Hugo. Elle lui enseigne aussi la vie de Jeanne d'Arc et celle de Napoléon, de préférence à celle des tsars de Russie. Plus tard, Romain Gary dira « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. »
C'est une enfance difficile et même miséreuse que connaît Romain Gary auprès de cette mère. Au lendemain de la guerre, son père est venu vivre un court moment avec Roman et avec sa mère avant de quitter le foyer pour aller en fonder un autre. Nina a dû se débrouiller seule. Or, je vous l'ai dit, elle associe littéralement la France à l'idée, à la volonté de réussite et de bonheur qu'elle forme pour son fils. Elle reporte sur son fils les ambitions dont elle a été frustrée, écrit Dominique Bonnat, des ambitions si hautes, si folles apparemment, qu'elles ressembleraient à des châteaux en Espagne. Dans les moments les plus noirs, elle n'a jamais désespéré de l'avenir de Romain. Elle est prête à tous les sacrifices pour que son fils, démesurément aimé, devienne académicien ou ambassadeur de France. En l'absence de père à la maison, Roman s'en donne un qui appartient à la légende du cinéma muet, c'est Ivan Mojdoukine. Il est vrai que la ressemblance entre les deux hommes est assez extraordinaire, elle est même frappante. Nina va obtenir le divorce, ses affaires à elle, elle est modiste, elle fabrique des petits chapeaux, ses affaires vont mal, rien ne la retient en vérité à Wilno. Alors elle s'installe pour un temps à Varsovie avant de choisir l'exil, exil vers la France bien sûr, vers la Côte d'Azur où on les retrouve, elle et son fils, à la fin de cette période des années folles. Les voilà maintenant à Nice. Dominique Bonnat décrit ce qu'est devenu Roman. Adolescent long et mince, au visage sombre et aux yeux clairs presque transparents, teinté d'un bleu très doux, à peine bleu. Les souvenirs amers de la guerre qu'il a vécue à Wilno et à Varsovie s'estompent devant un paysage de Riviera, décor superbe qui peut tromper comme un mirage, les palmiers, les bougainvillées et les jasmins de la Côte d'Azur. Ils vivent à l'hôtel s'appelle la pension Mermont, on est au numéro 7 de l'actuel boulevard François Grosso. Sa mère va devenir la gérante de cet établissement et Romain ne se mêle pas aux autres pensionnaires, il travaille seul dans sa chambre. Il est très bon élève, a-t-il seulement le choix? Cette mère, vous l'avez compris, a beaucoup d'ambition pour lui, elle le porte littéralement. À Nice, il intègre le lycée, c'est une des têtes de la classe en français et pourtant il ne maîtrise pas encore parfaitement la langue française, il n'empêche, en 4e, il figure déjà au tableau d'honneur. Maman peut être fière. Franck Ferrand, les grands portraits. 14h, 15h sur Europe 1. Et nous retrouvons Franck Ferrand pour la suite de son grand portrait sur Romain Gary. Il faut peut-être que je vous dise un mot de ce quoi ressemble la maman de ce Roman. Imaginez une grande femme comme ça, très élancée. Elle fume des gauloises bleues immenses et fines. Elle est diabétique, cette femme. Et on a l'impression qu'elle ne vit, qu'elle ne respire que pour son fils. Ce fils a l'injonction de réussir en quelque sorte. À l'issue de ses études secondaires, il va monter à Paris, comme on dit. Il a 20 ans. Il fait des études de droit, mais la vérité, c'est qu'il préfère l'écriture. Et d'ailleurs, il écrit déjà. Il va rencontrer d'ailleurs André Malraux. Il lui fait lire son premier roman, dont l'action se déroule à Shanghai. Et Malraux, on le reconnaît bien là, si je puis dire, va le dissuader d'aborder ce genre. En 1935, il parvient à placer 2 nouvelles à la rédaction de l'hebdomadaire Gringoire, des nouvelles qui sont signées maintenant Romain Cassève. Cette année 35 est absolument cruciale pour Romain. D'abord, il est naturalisé. Il se sent plus français que s'il était né dans la Baie des Anges. D'ailleurs, pendant la guerre, il va s'engager pour la France, ou plus exactement, pour la France libre. Il sera en 1944, il sera compagnon de la Libération. C'est à ce moment-là qu'il choisit son surnom, Gary. Gary en russe, ça signifie brûle. À l'issue de la guerre, il est donc nommé à l'ONU, à New York. Il va faire cette carrière diplomatique dont je vous parlais. Il est attaché de presse auprès du diplomate Henri Opnaud en 1951. Et il se souvient d'un grand chasseur de gros gibier qu'il a croisé au Tchad pendant la guerre. Et il va écrire Les racines du ciel. Il écrit cela dans un minuscule appartement de Manhattan, mais pas uniquement à cet endroit. Romain Gary écrit lui-même: j'ai eu droit à 3 mois de congé de convalescence que j'ai passé dans la maison que j'avais alors à Roquebrune à travailler aux racines du ciel. J'avais commencé ce roman à New York en 1952 en écrivant entre midi et 2 heures et très tôt le matin,
car j'étais incapable d'écrire le soir, je suis un couche-tôt. Il me faut 9 heures de sommeil. J'ai continué à Londres où j'avais été nommé. Il y eut un changement d'ambassade et Chauvel n'a pas voulu de moi. Je suis donc encore resté dans le Midi à écrire. Il nous dit à propos de ce livre, on a dit que Les Racines du ciel ont été le premier roman écrit sur l'écologie, sur la défense de l'environnement, mais je voulais surtout plaider pour la défense du milieu humain, dans son sens le plus large, avec tout ce que cela suppose de respect pour l'homme, de liberté, d'espace et de générosité. Le succès de cet ouvrage va de loin dépasser les espérances de son auteur. Il est en poste à La Paz à l'époque, à La Paz en Bolivie, lorsque le 4 décembre 1956, les jurés du prix Goncourt décident de lui décerner le prix. Les Racines du ciel sont donc le roman de l'année 1956. On peut dire que c'est le début pour Romain Gary de la conquête du grand public. Il rentre précipitamment à Paris. Il faut imaginer les flashs qui crépitent. On est en 1956, ça fait beaucoup de bruit, un flash d'appareil photo. Les articles sont tous plus élogieux. Il déclare lui-même à Claude Gallimard: j'écris entièrement par vanité. J'ai besoin d'être admiré. C'est ma grande faiblesse, mais aussi ma seule force, parce que si je n'avais pas le goût de l'exploit, je n'aurais rien fait de ce que j'ai fait dans ma vie et j'aurais été à l'heure actuelle hôtelier sur la Côte d'Azur. Il faut dire qu'il y a évidemment un sens du théâtre très développé chez Romain Gary et la volonté quasiment presque permanente de, j'allais dire, se saborder, en tout cas d'essayer de troubler lui-même l'image qu'il pourrait donner. Il continue donc sa vie de diplomate. Le voilà à Los Angeles, où il devient consul de France de 57 à 61. C'est l'époque hollywoodienne dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est au consulat qu'il va faire la rencontre de la comédienne Jean Seberg. Elle va tomber sous son charme, malgré une grande différence d'âge. Elle a 22 ans, il en a 46. Alors, c'est à ce moment-là qu'il va divorcer de Leslie Blanch. C'est un moment très difficile. Et il va former, avec Jean Seberg, ce couple totalement extraordinaire, mythique. Le mariage a lieu encore en 1963, ils auront un fils ensemble, Diego, et l'on peut dire que Romain Gary sera un père attentif. Voici ce qu'écrit Alexandre Fillon. Son véritable tempérament s'exprime pour le meilleur et pour le pire: dépressif, hypocondriaque, irascible, désorganisé, incorrigible, coureur attiré par les femmes jeunes, obsédé par l'impuissance sexuelle, réécrivant inlassablement son testament, se procurant un Smith & Wesson pour se protéger d'hypothétiques attentats du FLN. On est là dans un portrait évidemment un peu dramatique du personnage et je vais m'empresser de demander à Dominique Bonnat ce qu'elle pense de ce portrait. Je pense qu'en vérité, il faut nuancer un peu l'image qu'on pourrait avoir de Romain Gary. Il écrit La promesse de l'aube 4 ans après le Goncourt et ça c'est un hommage de Gary à sa mère. Les phrases qui viennent, les phrases qui suivent sont d'une grande force me semble-t-il. Je sais bien que c'est amer, mais c'est tout de même beau un amour comme ça. Ça finit par vous faire envie. Il n'y aura jamais une autre femme pour t'aimer comme elle dans la vie. Ça, c'est sûr. C'était sûr, écrit Romain Gary. Mais je ne le savais pas. Ce fut seulement aux abords de la quarantaine que je commençais à comprendre. Il n'est pas bon d'être tellement aimé si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé, on croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend, avec l'amour maternel. La vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Je ne dis pas qu'il faille empêcher les mères d'aimer leurs petits, je dis simplement qu'il vaut mieux que les mères aient encore quelqu'un d'autre à aimer. Si ma mère avait eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. Malheureusement pour moi, je me connais en vrai diamant. Franck Ferrand, les grands portraits. 14h, 15h sur Europe 1. Et nous vous retrouvons Franck Ferrand pour votre grand portrait sur Romain Gary. 25 romans en 25 ans, on peut dire que Romain Gary enchaîne les succès tout en restant diplomate. Il vend aussi les droits des Racines du ciel au cinéma. Sa vie privée est très chaotique pendant ce temps. Il multiplie les maîtresses, vous l'aurez compris. Son épouse Jean Seberg boit énormément. Pierre Assouline résume cette période en disant « Il écrivait comme s'il n'avait pas la vie devant lui ». Il y a sans doute effectivement cette part d'urgence dans l'art tellement consommé de Romain Gary.
Parce qu'il a moins de succès, il va s'inventer de nouveaux noms. Fosco Sinibaldi en 1958 pour L'homme à la colombe. Il écrit Les têtes de Stéphanie en 74 sous le pseudonyme de Chatan Bogat. Et puis, j'étais là de n'être que moi-même, explique-t-il. J'étais là de l'image de Romain Gary qu'on m'avait collé sur le dos une fois pour toutes depuis 30 ans. Toutes mes vies officielles, en quelque sorte répertoriées, étaient doublées, triplées par bien d'autres plus secrètes. Mais le vieux coureur d'aventure que je suis n'a jamais trouvé d'assouvissement dans aucune. Voilà donc comment il ressentait les choses. Et c'est dans ces circonstances-là que va naître le personnage d'Émile Ajar. Ajar en russe signifie braise. Gary invente un vrai personnage, celui d'un ancien étudiant en médecine, exilé au Brésil à la suite d'une affaire d'avortement, etc. Et pour donner encore un peu plus de corps au mythe, il demandera à son petit cousin, Paul Pavlovitch, d'endosser le costume d'Ajar. Il lui fournit même de faux papiers d'identité avec le nom d'Amil Raja, domicilié à Genève. Paul ne fait pas tout ça gratuitement, au demeurant, puisqu'il empochera 40% des royalties des ouvrages en question. Alors le premier livre paru sous le pseudonyme et quasiment sous la couverture d'Émile Ajar paraît en 1974, c'est Gros câlin au Mercure de France. L'éditeur ne sait bien sûr pas du tout, lui, qu'il est en train d'éditer un ouvrage de Romain Gary. Le roman est bien accueilli, mais alors que dire de La vie devant soi en 1975 ? Là, le succès va être au rendez-vous. Vous savez, vous connaissez l'histoire, ce roman d'amour filial entre un petit orphelin, Mohamed, et Madame Rosa, une ancienne prostituée. Le roman obtient le prix Goncourt, et là, ça pose un problème, puisque le règlement du prix Goncourt veut qu'un même auteur ne puisse pas le recevoir 2 fois. Sauf que là, en l'occurrence, c'est un autre auteur que le récompensé, le fameux Émile Ajar. Alors, la presse se pose évidemment bien des questions sur l'identité de cet Émile Ajar, et c'est Jacques Bouzeran, qui est journaliste au Point, qui va découvrir Paul Pavlovitch. Il raconte: en 1975, lors de la parution de La vie devant soi, s'est posé le mystère de l'identité d'Émile Ajar. Nous avions 2 éléments. Une interview faite par Yvonne Baby pour Le Monde, dans laquelle Ajar disait avoir été étudiant à Toulouse, et une photo diffusée par son éditeur. Nous avons donc montré cette photo à des gens susceptibles d'avoir été étudiants avec lui. Quelqu'un a reconnu la photo de Pavlovitch. Le Point a donc remonté la filière et retrouvé Ajar dans sa résidence du Lot. C'est là que je l'ai vu avec sa femme. Il était très ennuyé d'être retrouvé et a fait promettre de garder le secret. C'est seulement au bout d'un certain temps qu'il s'est décidé à venir à Paris pour se faire photographier. Il s'agissait de la fameuse photo où il était couvert d'un passe-montagne. Paul Pavlovitch se montre donc, si l'on peut dire en tout cas, mais le secret n'est pas découvert, le véritable secret, même si les liens de parenté avec Gary sont à ce moment-là dévoilés. Paul Pavlovitch est carré, baraqué, habillé en cuir ou en jean comme un voyou, coiffé parfois de bonnet cagoule comme un cambrioleur ou un terroriste, nous dit Dominique Bonnat. Il a, dit-elle, naturellement la dégaine du hors-la-loi que campe quelquefois avec quelque étude Romain Gary. Il traîne dans Paris et dans le Midi sa silhouette de marginal et ses manières de loup. C'est un gitan. Il a le regard illuminé, le verbe généreux et lyrique. Il est sans doute aussi paresseux que génial. Le subterfuge sera découvert, évidemment, mais il ne sera qu'avec la publication de Vie et mort d'Émile Ajar en 1981, c'est-à-dire après la mort de Romain Gary. Après La vie devant soi en 1975, Ajar, si l'on peut dire, va publier 2 autres romans, Pseudo en 1976, qui est en quelque sorte une autobiographie, une fausse autobiographie bien sûr de Paul Pavlovitch, et puis Les angoisses du roi Salomon en 1978. Romain Gary, à cette époque-là, est particulièrement troublé, bien plus encore que d'habitude. Il se sent piégé, il est paranoïaque, ça c'est absolument certain. Il a peur que cette vérité-là n'éclate, il a peur qu'on ne lui retire ses décorations, qu'on le soumette à un redressement fiscal faramineux, ça c'est son obsession, littéralement. Il a peur surtout pour sa réputation de héros de la France libre, qui est en quelque sorte sa colonne vertébrale, ce à quoi il s'est toujours tant accroché. Il sombre lorsqu'il apprend que Jean Seberg est retrouvée morte dans une voiture à Paris le 30 août 1979. C'est un suicide, mais il accuse le FBI d'être responsable de la mort de son ex-femme. Lui-même est depuis très longtemps dépressif. Il consomme un médicament qui s'appelle le Marplan et qui ne lui réussit pas du tout. C'est la fin pour lui. Gary va préparer minutieusement son départ. Le 2 décembre 1980, il déjeune avec son éditeur, avec Claude Gallimard au Récamier. Et de retour chez lui, il appelle au téléphone une amie de Genève et lui annonce son arrivée pour le lendemain 15h.
Il s'allonge en sous-vêtements sur son lit, il prend son revolver, il l'introduit dans sa bouche, il tire, il était âgé de 66 ans. Son corps sera découvert par sa compagne du moment. Il laisse, vous l'avez compris, un fils de 17 ans. Voici les derniers mots écrits par Romain Gary, c'est le mot retrouvé à côté de lui. « Aucun rapport avec Ginsberg », écrit-il. « Les fervents du cœur brisé sont priés de s'adresser ailleurs. On peut mettre cela évidemment au compte d'une dépression nerveuse, mais alors, il faut admettre que celle-ci dure depuis que j'ai l'âge d'homme et m'a permis de mener à bien mon œuvre littéraire. Je me suis enfin exprimé entièrement. » Bonjour Dominique Bonnat. Bonjour. Vous avez écrit il y a déjà longtemps une belle biographie de Romain Gary et avec vous, nous allons essayer d'explorer ce continent et cette jungle, car le moins qu'on puisse dire, c'est que la vie du monsieur n'est pas très simple. Franck Ferrand, Les grands portraits. 14h, 15h sur Europe 1. Et nous vous retrouvons Franck Ferrand avec votre invité, Dominique Bonnat de l'Académie française, écrivain, biographe et notamment biographe de Romain Gary. Alors, on a reproché à Romain Gary, à l'époque où il remportait ses succès absolument phénoménaux, on lui a reproché d'être un écrivain facile, de n'être peut-être pas une grande plume comme on les entendait dans les années 50 en vérité. Oui, c'est difficile d'expliquer cela à un public qui va naturellement vers Romain Gary. Je pense que les lecteurs qui ont lu, quels que soient les livres d'ailleurs de Romain Gary, Les Racines du ciel ou La promesse de l'aube, ils vont toujours vers lui avec passion et aussi avec reconnaissance, parce que c'est un écrivain qui justement crée un lien affectif avec ses lecteurs très profond. Mais le milieu littéraire, un peu jaloux de ses définitions, l'a souvent boudé. On a reproché à Romain Gary d'écrire trop facilement, de manière trop ouverte au grand public justement. Et en France, où on cultive le goût du style très travaillé, il choquait par une aisance naturelle, par une sorte de débordement imaginaire Peut-on parler de générosité même? Oui, il y a une très grande générosité. On est dans une écriture très enlevée. Il parle très bien de la vie, en fait. Il sait parler des hommes, mais il parle aussi des femmes, il parle des enfants. Et c'est vrai qu'il y a des personnages qu'on n'oublie jamais. Par exemple, les enchanteurs, qui sont la tribu des Agas, où ce sont ces saltimbanques venus de l'Est, dont il raconte l'épopée. C'est un des plus beaux livres de Romain, certainement. Mais aussi, dans Les Racines du ciel, vous avez évoqué, bien sûr, Morel, qui part vers sa croisade en faveur des éléphants, mais qui, à travers cette croisade, évidemment, cherche à sauver l'humanité du mal. Et ce Morel va être rejoint par une femme, c'est-à-dire que c'est une véritable quête à deux, d'une certaine manière. Oui, parce que les femmes ont aussi une très belle place dans cette œuvre, une place de premier rang, on pourrait dire, et Les Racines du ciel, au fond, c'est un peu un couple qui conduit la croisade, puisqu'il y a d'un côté Morel, qui vient d'un camp de prisonniers en Europe et qui doit la vie aux éléphants, parce qu'il faisait le rêve de ces éléphants qui couraient dans la steppe, c'est ce qui lui a permis de survivre aux tortures et à l'angoisse de l'enfermement. Mais il y a aussi Mina. Mina, ce personnage de la prostituée, elle aussi venue d'Europe, voilà. Elle aussi venue d'Europe de l'Est. C'est une Allemande de l'Allemagne de l'Est qui a fui les horreurs nazies et qui se retrouve là avec ses blessures. C'est une femme mûre déjà, c'est une femme qui a beaucoup souffert mais qui garde sa beauté blessée. Mais elle n'a rien, Mina, elle n'a rien, elle n'a même pas d'enfant avec elle. Et c'est elle aussi, elle va se battre pour cette cause des éléphants qui est un peu une manière de se sauver elle-même. Les 3 dernières années de la vie de Romain Gary ont profondément marqué le public et les journalistes, disons-le, et l'on a tendance à son propos à parler principalement de cette affaire Émile Ajar, qui a été alors tournée dans tous les sens et qui est devenue une sorte de mistigris, comment dit-on, c'est un marronnier de la presse, on revient toujours sur cette affaire. Et on a envie de dire que ça fait un peu passer au deuxième plan une œuvre qui pourtant ne méritait pas cela. Il faut redécouvrir la véritable œuvre de Romain Gary, si je puis dire, et notamment ses Racines du ciel. C'est peut-être la porte d'entrée, en quelque sorte, ce qu'il y a de plus
Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, en particulier, de plus jeunes lecteurs découvrent Romain Gary par Émile Ajar. Et ils font une sorte de scission entre, d'un côté, Romain Gary, qui serait le vieil auteur, compagnon de la Libération, époux de Jean Seberg, presque d'une ère paléolithique, et de l'autre, cet Émile Ajar qui, au fond, a plus de fantaisie que le Romain Gary qu'on veut bien reconnaître, qui est un personnage insaisissable, avec un humour absurde, façon Ubu quelquefois. Oui, qui convenait très bien à la fin des années 80, des années 70, oui. Quoi, ça c'était vraiment... Néanmoins, il me semble qu'il y a une unité profonde, au contraire, de cette œuvre, et qu'on peut trouver déjà chez Romain Gary, en particulier chez le jeune Romain Gary, du Ajar. C'est le Romain Gary de Tulipe, du Grand Vestiaire, des romans comme ceux-là qui sont pleins d'un humour noir, caustique. Mais il y a du Ajar même dans les romans les plus nobles, j'allais dire, de Romain Gary. Même dans les Racines, il y a des personnages comme ça, sarcastiques. Et il y a aussi un petit personnage qui permet de le reconnaître, qui est le baron Balt. Le baron Balt est un des personnages tout à fait secondaires, oui. Bien sûr, de Romain Gary. Il ne joue qu'un rôle de spectateur au sourire grinçant et qui est là pour justement rappeler aux personnages qui pourraient se perdre dans les grands sentiments qu'il y a un danger et que le danger, il est dans la vie elle-même. Et il y a aussi le personnage qui rend très attachant certains romans et qu'on retrouve partout dans tous ces livres, qui est l'enfant juif, toujours avec son violon et qui joue tout au long de l'histoire qu'il raconte, son petit air, pour aussi là marquer ce qui est si beau dans les livres de Gary, c'est le parfum de l'enfance. Je sens que vous allez donner envie aux auditeurs de se replonger ou de se plonger tout simplement dans Romain Gary. C'était le but de cette émission, j'espère que nous allons l'atteindre, ce but-là. Alors, la présence d'abord cette carrière incroyable, cet aviateur de la France libre, ce diplomate en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, etc., confère au personnage une sorte de dimension particulière. J'ai cité Kessel qui est son modèle, il y a un peu cette idée-là. Hemingway, enfin, on est dans cette trempe-là d'auteurs. Et lorsqu'on s'approche d'un peu plus près, j'ai sous les yeux la photographie de Romain Gary, on se rend compte que sous cette espèce de personnage très assuré, sous ce macho, se cache quelqu'un d'un peu plus fragile, en vérité. Il est certain que la vie de Romain Gary est un roman. C'est peut-être une banalité de le dire, mais c'est évidemment un roman. Il invente son nom, il invente quand même aussi un peu son personnage. Il donne à rêver, non seulement à travers ses personnages, mais à travers lui-même, par la vie qu'il a menée, puisqu'il y a la guerre, il y a la diplomatie, les voyages, les femmes. Il y a vraiment tout dans cette vie pour composer un extraordinaire roman à la fois d'aventure et d'amour. Mais le personnage lui-même, qui est souvent apparu comme assez extraverti, presque un peu bling-bling par moments, avec ses chapeaux de cow-boy, oui, ses tenues d'aviateur, etc. Le personnage est beaucoup plus secret et beaucoup plus vulnérable qu'on ne pourrait croire. Il y a une vraie fragilité chez Romain Gary. Sa première épouse, l'anglaise, Leslie Blanch, l'a toujours appelé le bon petit Romain. Le bon petit Romain parce que il a toujours eu, au fond, cette âme d'enfant, doutant de lui-même, malgré ses airs assurés, doutant en particulier de ce talent littéraire qu'il a traqué toute sa vie, avec acharnement et qui a certainement été le but de sa vie. Et dont il cherchait partout le reflet. Il voulait s'assurer que ce talent n'était pas une idée à lui et qu'il avait une traduction en termes de vente d'ouvrages, de prix littéraires, etc. C'était une sorte d'obsession pour lui. Alors, je vous propose d'entendre la voix de Romain Gary, c'était sur Europe 1, et évidemment, c'est ce que nous avons trouvé comme archive. C'était au moment de la remise du prix Goncourt à Émile Ajar, donc en vérité à son neveu. Et voilà ce qu'il dit. Vous allez voir qu'il perd assez vite son sang-froid dans l'histoire. C'est un garçon d'une extrême gentillesse et d'une extrême douceur, un des plus gentils qu'on puisse imaginer. C'est ce qu'on appelle, messieurs, d'un mot qu'une certaine presse aime beaucoup employer, c'est ce qu'on appelle un marginal. Je crois qu'il a je n'aime pas les mots de problèmes psychologiques, il a une situation psychique à lui qui fait qu'il estime qu'il ne peut pas supporter
la dépersonnalisation par un excès de notoriété. On m'a dit ce matin que je crois que c'est vrai, qu'il s'était désisté l'année dernière de tous les prix. Je pense que c'est un sentimental, qu'il a eu un rapport avec son éditeur qui a fait qu'il a probablement l'impression de poignarder son éditeur dans le dos au début, en premier temps. Puis il a paniqué en deuxième temps, il a repris sa décision première qui est de refuser. C'est probablement une question d'honnêteté envers son éditeur. J'en sais rien, mais mettez-vous à la place d'un garçon jeune, un homme proche de sa famille, qui a atteint une certaine notoriété littéraire dans des conditions publicitaires, dans des conditions de un produit Romain Gary qui ne lui plaît pas. Il s'est toujours situé, par rapport à moi, contre moi, c'est évident. Certaines personnes n'hésitent pas à traiter la situation de farfelu, notamment parce qu'il se fait finalement beaucoup plus de publicité en n'apparaissant pas qu'en apparaissant. Qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Tout ce qui se passe aujourd'hui prouve que lorsqu'on veut préserver sa vie privée, on a tort de publier. Encore une question, Romain Gary. Certaines personnes ont laissé entendre, voulu croire... les questions les plus franches, alors allez-y, ne tournez pas... Qu'il y avait du rewriting, que l'œuvre était... Merde. Okay. Rewriting par qui ? Voilà, la colère de Romain Gary au micro d'Europe 1. On a l'impression parfois que le jeu va un peu trop loin et qu'il est dépassé lui-même par les événements, en vérité, Dominique Bonnat. Mais c'est une réaction extraordinaire parce que, en vérité, Romain Gary a donc, sous cette identité, écrit 4 livres. Ce n'est qu'au moment du Goncourt, au second livre, qu'il fait entrer en scène un acteur sublime pour jouer le rôle d'Émile Ajar et qu'il confie, en quelque sorte, il incarne la marionnette avec Paul Pavlovitch, mais bien évidemment, c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui signe, c'est lui qui organise. Et progressivement, la marionnette va lui échapper et va se mettre à jouer son propre rôle et laisser un peu Romain Gary sur la touche, alors que Romain Gary continue lui-même à être l'auteur. Donc, il y a un véritable jeu littéraire qui est au départ une sorte de canular, dû au fait que Gary voulait se renouveler. Il était lu comme un vieil auteur un peu fatigué. Il publiera d'ailleurs un livre sur l'impuissance sexuelle, mais aussi impuissance intellectuelle, affective. Bon, donc vieil auteur fatigué, et à côté de cela, il invente de toutes pièces un personnage extrêmement vivant, jeune, dynamique, fou, dans la dérision. Et c'est en même temps lui. Ajar, c'est vraiment Romain Gary. Et ce secret, il va l'emporter jusqu'à la tombe. C'est-à-dire qu'il ne va pas tirer profit pour lui-même de la popularité et même du prestige aussi littéraire que lui aurait valu Émile Ajar si on avait su que c'était Romain Gary. Il a toujours nié, même en colère, on l'a entendu là à l'antenne, mais vraiment très en colère, mais il fait semblant. La vérité, c'est que c'est vraiment lui. Et il révélera cette histoire, mais de manière posthume, en laissant une lettre où il dit « Ajar, c'est moi ». Au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. Franck Ferrand. Et vous recevez aujourd'hui Franck Ferrand, Dominique Bonnat de l'Académie française, écrivaine et romancière, biographe de Romain Gary, disponible en folio Gallimard. Alors vous-même, Dominique Bonnat, vous avez bien connu Leslie Blanch, qui était donc la première épouse de Romain Gary, un peu plus âgée que lui. Elle est anglaise, cette Leslie Blanch. Il avait rencontré Leslie Blanch à Londres, à l'époque de la guerre. Et il a été sans doute très amoureux d'elle. C'était une très belle femme et surtout très talentueuse. Elle est romancière, elle a écrit des livres tout à fait remarquables. L'un d'entre eux, Les rives sauvages de l'amour, qui est une sorte de galerie de portraits de femmes qui aiment beaucoup l'Orient, comme elle-même, a été un très grand succès en langue anglaise. Il était même, pour lui, si vous voulez, presque un auteur débutant à côté de cette femme qui avait une place vraiment dans la littérature. Oui, il était même tout à fait débutant d'ailleurs. Voilà. Mais Leslie Blanch, que j'ai rencontrée à Menton, elle habitait seule à la fin de sa vie dans ce quartier de Menton où il y a eu beaucoup d'Anglais qui se sont installés. Elle m'a reçue au milieu de ses chats avec ses rites un peu russe, elle était très russe d'attitude. Ça m'avait beaucoup frappé parce qu'elle était divorcée depuis de nombreuses années de Romain Gary. Romain Gary était mort et il y avait encore sur sa boîte aux lettres Leslie Blanch Gary.
Elle a été d'une fidélité extraordinaire à la mémoire de Romain Gary. Et c'est curieux parce que dans la vie de Gary, il y a 2 épouses. La première, donc Leslie Blanch, qui a été une épouse mère, une épouse qui le protégeait, qui le guidait. C'est presque une initiatrice amoureuse, mais surtout initiatrice dans le monde littéraire et intellectuel qu'elle connaissait très bien. On lisait tout à l'heure un extrait de La promesse de l'aube. Donc elle est un peu une mère de substitution d'une certaine manière. Oui, parce qu'il a perdu sa mère finalement peu de temps auparavant, et Leslie Blanch est venue, en somme, consoler le jeune Romain, mais aussi le guider vers la vie qui l'attendait. C'est près d'elle qu'il a cherché et trouvé ce nom de Gary. Elle aurait préféré qu'il continue à s'appeler Cassef. Elle trouvait que c'était beaucoup plus exotique que Gary, qui faisait un peu trop Gary Cooper à ses yeux. Mais plus tard, donc avec Jean Seberg, ce serait tout à fait le contraire, c'est-à-dire qu'il allait passer là à la femme enfant. Jean serait beaucoup plus jeune que lui et elle garderait toute sa vie cette fragilité qui, au contraire, appelle la protection. Il n'a jamais eu vraiment dans sa vie une femme comme il les décrit si bien finalement dans ses livres, c'est-à-dire ses compagnes de route qui peuvent marcher épaule contre épaule. C'est ou une mère ou une enfant. Oui, et cet enfant va être peut-être sa grande histoire d'amour d'une certaine manière. Est-ce qu'elle est la femme de sa vie, Jean Seberg? On a envie de le croire, mais vous n'êtes pas tout à fait... En tout cas, elle a été un coup de foudre, c'est certain. Il a rompu avec Leslie Blanch pour Jean Seberg. Il a adoré cette icône blonde, pure. Elle était l'image de la pureté, de l'innocence. Et non seulement l'image, mais les gens qui ont connu Jean Seberg disent qu'elle avait justement cette innocence profonde que la vie la plus cruelle ne pourra pas entamer. Une des très belles femmes, je crois, qu'il y ait eu sur cette planète. Oh oui. Il l'a filmée d'ailleurs, il a fait d'elle l'héroïne de quelques-uns de ses films. Mais ensuite, elle aura une sorte de destin maudit, Jean Seberg, et Romain Gary ne pourra pas la protéger. Un destin maudit, elle était pour le coup très dépressive. La vie a été très difficile pour elle. Elle a eu des emballements pour des causes politiques, pour des causes compliquées. Elle s'est emballée notamment à l'époque où Gary écrivait Chien blanc, qui est un livre sur l'apartheid, on peut dire, sur le racisme américain. Elle a connu bien les Black Panthers, etc. Donc, il y a chez Jean une âme d'idéaliste que forcément la vie va beaucoup décevoir. Et elle aura une grande solitude, je pense, une grande souffrance. Ensemble, ils ont un fils, quand même. Et c'est important, Diego, qui a été donc le fils de Romain Gary et de Jean Seberg. Il a eu 3 épouses en tout. Est-ce qu'il était marié avec... Il a eu 2 épouses, Romain Gary. Oui. 2 épouses, Leslie Blanch, puis Jean Seberg. Leila Chelabi qui était sa Leila compagne. Chelabi est la dernière compagne de Romain Gary, celle qui sera le témoin de sa mort. Le personnage, on l'a vu, se donnait beaucoup en spectacle. Il avait une apparence comme ça, assez trompeuse en vérité, puisque vous nous dites qu'il est bien plus fragile, bien plus flottant en vérité. Il a quelque chose, me semble-t-il, d'assez anglo-saxon. On pourrait presque le prendre pour un auteur américain, d'une certaine manière. Je crois que Romain Gary est surtout un auteur universel. En fait, il parle à tout le monde. Il n'y a pas de frontières dans ses romans. On ne voit pas de roman qui serait limité à un hexagone, quel qu'il soit, que ce soit la France ou l'Amérique ou autre chose. Les frontières ou n'existent pas ou alors sont si vastes que l'on peut confondre tous les pays. Il y a vraiment cette vocation d'universel chez lui qui est flagrante. Le fait qu'on le prenne pour un Américain, c'est que sans doute il n'est pas typiquement français, au sens où à Nice, quand il était adolescent, ses camarades du lycée Masséna le traitaient de métèque parce qu'il avait la peau foncée, les yeux très clairs, une allure générale qui marquait sa différence. Au fond, cette différence l'a suivi toute sa vie, surtout dans la diplomatie au Quai d'Orsay, puisqu'il a été consul général de France à Los Angeles. C'était un diplomate atypique. Il n'avait pas vraiment les mœurs policées, raisonnables des diplomates français.
du moins tels qu'on peut les concevoir. Il avait un autre style et une autre vision sans doute aussi de la diplomatie qui pouvait choquer. Son habillement particulier était original, il aimait les capes, les cannes, les chapeaux et il n'était pas classique. À l'enterrement du général de Gaulle à Colombey, il avait décidé d'arborer sa vieille veste d'aviateur qui évidemment était un peu juste parce qu'il avait grossi, mais pour lui c'était un geste théâtral peut-être, mais un geste de fidélité. C'était la vieille veste qui avait servi pendant les années de guerre. Et les gaullistes eux-mêmes le lui ont reproché en fait, parce que justement il détonnait, mais il aimait être différent. Cette différence fait partie de sa personnalité. L'une des plus belles phrases sans doute de Romain Gary, lorsqu'on lui demandait mais enfin Romain Gary, vous êtes russe, vous êtes polonais, vous êtes français, vous êtes un peu américain, vous êtes anglais quand ça vous chante, quelle est votre nationalité? Il répondait je suis français libre. Faisant référence évidemment à son appartenance à son passé de compagnon de la Libération. Mais jouant sur les mots, parce qu'il aura toujours joué sur les mots. On le redécouvre d'une certaine manière, ce centenaire, il faut espérer que ce centenaire soit l'occasion d'une redécouverte d'ailleurs. Que pensez-vous de l'avenir, de l'image qu'on peut avoir de Romain Gary? Quelle sera sa postérité? Je suis sûre, mais vraiment sûre que c'est un auteur pour l'avenir. C'est déjà un auteur pour aujourd'hui, c'était même un auteur pour les quelques dernières années, c'est un immense auteur. Je crois qu'on n'a pas encore pris conscience à quel point le lire est un immense privilège, et pour l'avenir il a justement cette générosité, cet esprit de tolérance, cette largeur de vue qui font que quelle que soit son origine, sa couleur de peau et son sexe, on peut retrouver quelque chose chez Romain Gary. Qu'on soit un homme, une femme, quel que soit son âge, tout le monde se retrouve dans un personnage ou dans l'autre, des grands romans de Romain Gary jusqu'à Émile Ajar, bien évidemment. Il faut arrêter d'imaginer que la vie est plus intéressante que l'œuvre. L'œuvre a énormément à apporter, il faut le dire. C'est une grande œuvre. C'est une grande œuvre. Merci beaucoup Dominique Bonnat. Je ne vais pas citer tous vos ouvrages, mais évidemment la biographie de Romain Gary que vous aviez publiée au départ en 1987 est disponible dans la collection Folio chez Gallimard. Merci beaucoup de nous avoir parlé avec amour, avec tendresse de Romain Gary.